Bonjour et bienvenue dans les coulisses de la science. La Nouvelle-Calédonie importe près de 80% de son énergie en pétrole, en gaz et en charbon. C'est beaucoup, ça pollue et ça revient cher au pays. Certes, on produit de l'électricité comme à Yaté, mais ce n'est pas suffisant pour couvrir nos besoins. Alors, même si on n'a pas de pétrole, chez nous, on a des idées. Et pour vous le prouver, direction Ouvéa, où vous découvrirez à quoi peut servir l'huile de copra. Ensuite, nous vous emmènerons à Lilouin pour vous montrer ce que deviennent nos huiles usagées. Vous allez voir que nous ne sommes peut-être pas des rois du pétrole, mais que nous sommes devenus des champions du recyclage. Les coulisses de la science, c'est tout de suite sur NCTV. Figurez-vous qu'avec des algues, du bois et des champignons, on peut fabriquer de l'énergie. Cela s'appelle de la biomasse et c'est ce qu'on produit à Ouvéa. Grâce à sa cocoterie de plus de 3000 hectares, la plus petite des 3 îles Loyauté s'est lancée en 1991 dans la fabrication d'huile de copra. Une huile tirée de l'amande de coco, comme nous l'explique Edouard Wadjeno. Bonjour, là vous êtes dans l'enceinte de l'huilerie d'Ouvéa. On fait du copra. Voilà. Le copra, donc je vous explique en gros ce que c'est que le copra. Le copra, voilà, ce que vous voyez ici, c'est l'amande du coco, c'est la chair du coco qui a été décortiquée et préchauffée dans des fours à copra. On va dire ça que c'est pré-cuit. Donc là, le principe, c'est que normalement, il y a une table qui est placée là, une table de tri. Le copra, il est renversé à l'intérieur, dessus la table. Et ensuite, le personnel ici, le travail qu'il doit faire, c'est de pousser le copra à l'intérieur à l'intérieur. Ensuite, là, il y a une vis sans fin qui amène le copra. Le copra, il est emmené. Ça passe dans un premier broyeur qui est situé là-haut. Là. Donc, le copra, il est broyé une première fois ici. Ensuite, ça retombe en bas. C'est ramené par une autre vis sans fin et c'est rebroyé au-dessus. Donc, il y a un autre broyeur qui est situé en haut. Le copra, il descend à l'intérieur. Ça, c'est un concasseur après. Il descend dans un concasseur. Et après, c'est ramené encore par une autre vis sans fin dans le chauffoir. Donc, le chauffoir, il est situé au-dessus, là. On a une ouverture ici. Le copra, il reste à l'intérieur. Une fois que celui-là, il est plein, on laisse monter la température jusqu'à 90 degrés. La presse mieux à 90 degrés. Voilà. Une fois qu'on a atteint les 90 degrés, après, on ouvre la petite fenêtre. Le copra, il descend à l'intérieur et va directement dans la presse. Donc après, une fois à l'intérieur, le copra, il est pressé. Tout ce qui est résidu, il ressort par là. Ça, c'est le tourteau de copra. C'est ça qu'on utilise pour donner aux éleveurs de porc. Donc ça, c'est le copra, c'est le tourteau. Et l'huile, il descend dans le petit bac bleu qui est en bas, là. Il descend dans le petit bac. Et après, ça passe par des filtres. C'est filtré. Et après, ça part directement dans les cuves qui sont à l'extérieur. Donc là, derrière, on a des cuves de 30 000 litres, je crois. Ouais, c'est des cuves de 30 000. Donc du coup, on a des réservoirs de 120. Donc après, avec l'huile, il y a la savonnerie qui utilise l'huile pour faire du savon. Il y a Enercal qui nous prennent de l'huile aussi pour leur moteur qui est bicarburant. Et ensuite, on a 2 parfumeries sur Nouméa qu'ils utilisent pour des monoïdes, des produits cosmétiques. Là. Et aussi, on a un moteur bicarburant qui est à l'extérieur, là, dans le bâtiment qui est à côté. Là, hein. Donc celui-là, il tourne aussi à l'huile de coco. Nos machines, ils ont un rendement de 50%. Donc quand tu mets 2 kilos de copra, à la sortie, tu as 1 litre d'huile. Avant, c'est ce qu'on faisait, c'est que les vieux, ils produisaient du copra, ils envoyaient à la CTO et là-bas, ils le transformaient pour avoir de l'huile alimentaire et du savon. Les grands savons de ménage. Là. Et après, c'était les politiques qui avaient décidé de mettre en place une huilerie ici à Ouvéa, parce qu'on était quand même les grands producteurs de copra, parmi les 3 îles et sur la Grande Terre. Et c'était Ouvéa qui produisait plus de copra. Et les politiques avaient décidé de mettre en place une huilerie sur place. Et au lieu d'envoyer du copra sur Nouméa, on envoyait de l'huile. Le fait de mettre en place une huilerie ici, voilà, ça a permis de créer de l'emploi. Donc là maintenant, on se retrouve ici avec 4 employés ici et 6 là, voilà, savonnerie.
À la filière cocotier, il y a toujours eu des hauts, des bas, mais les producteurs du Nord, ils ont toujours maintenu la production, quoi. C'est plus ceux du centre vers le sud qui avaient arrêté, ils avaient carrément arrêté. Il n'y avait même plus de fours qui étaient en activité du centre au sud. Là, ça va faire 2 ans, 3 ans. On a essayé de remotiver les producteurs pour qu'ils refassent du copra. Donc là, cette année, on a bien démarré cette année. Déjà l'année dernière, on avait su maintenir une production de quoi? On avait 20 tonnes par mois, ce qui nous a permis d'avoir les 254 tonnes en fin décembre. Là, cette année, c'était bien parti pour janvier, février. Je crois en janvier, on avait fait quoi, 17 tonnes. Ensuite, février, on était à 43, je crois. 44 tonnes, je crois qu'on avait fait, en février, on avait fait 44 tonnes. Et c'était un des meilleurs mois sur 10 ans, quoi. À l'usine, à la centrale électrique, là, on leur fournit. Ils ont une cuve de, je crois, une cuve de 15 000 ou 11 000 litres. 2012, par mois, on leur livrait quoi, que 4 000. On n'avait pas assez de copra pour pouvoir remplir à chaque fois leur cuve. Mais là, cette année, c'est bon, on a assez d'huile. On pense qu'on a assez d'huile pour remplir leur cuve à chaque fois qu'ils en ont besoin, quoi. Et c'est justement de l'huile de copra qui va servir de biocarburant pour alimenter en partie le groupe électrogène de la centrale électrique d'Ouvéa. Celle-ci assure ainsi 30% des besoins en électricité de l'île. Et je vous propose de vérifier comment ça marche avec Miguel Onakoko. La commune d'Ouvéa, comme les communes d'Île des Pins et de Marais, sont des îles. Donc on n'a pas la possibilité d'alimenter depuis la Grande Terre. Donc elles sont alimentées par des centrales autonomes thermiques. Alors elles fonctionnent toutes de la même manière, ce sont des clones en fait. Il y a 5 groupes électrogènes qui viennent alimenter le réseau de distribution de l'île. On a 5 groupes électrogènes qui fonctionnent au gasoil. Alors la particularité de cette centrale, c'est que sur les 5 groupes électrogènes, il y a un groupe électrogène qui a la possibilité de fonctionner à 100% au biocarburant. Alors le biocarburant, c'est de l'huile de copra. En moyenne, annuellement, la centrale d'Ouvéa produit 3,8 MWh. Donc pour avoir un ordre de grandeur, on a à peu près 800 clients sur l'île d'Ouvéa. Un foyer en moyenne consomme entre 100 et 200 kWh parce qu'on est dans des habitations de type rural. Alors aujourd'hui, sur les 3000 litres qui sont consommés par la centrale, on a à peu près 600 litres qui sont en huile de copra, en biocarburant. Ça fait un 5% de taux de pénétration. Alors les avantages sont multiples, hein. Ce sont tous les avantages qui sont liés à l'utilisation de biocarburants, donc à la fois écologique, les émissions de gaz à effet de serre sont moindres, on est moins dépendant du gasoil qui est importé de Nouméa et ça permet également de développer une activité localement. Tout dépend de la production d'huile de copra, dont Enercal n'est pas maître, hein. C'est la société Cofina ou la Sapo qui sont responsables de la production. Il faudrait qu'ils augmentent leur production pour que l'on puisse augmenter le taux de pénétration en énergie renouvelable au niveau de la centrale Enercal Ouvéa. Alors là, nous nous trouvons au niveau de la cuve d'huile de copra à 15 000 litres. C'est ici que sont réalisés les empotages en biocarburant. Donc une fois par semaine, on a un véhicule de la Sapo qui vient nous approvisionner en carburant, en moyenne 4 000 litres à 5 000 litres par semaine. Donc là, on peut voir, hein, on a à peu près 9 000 litres d'huile de copra qui sont stockés dans cette cuve. Lorsque le groupe est en fonctionnement, il y a un besoin en biocarburant. Donc cette huile qui est dans la cuve principale 15 000 litres est envoyée dans une cuve 500 litres. Et
on arrive sur la cuve journalière 500 litres en huile de copra. Mais après, c'est pompé par le groupe électrogène. Et en fonction du niveau de la cuve, la pompe de remplissage de la cuve journalière s'active et remplit la cuve journalière. Je vous emmène dans la salle des machines où vous allez voir le groupe Copra en fonctionnement. Alors là, nous nous trouvons dans la salle de commande. On est un peu dans le centre névralgique de la centrale. C'est de là d'où partent toutes les commandes des groupes. Alors là, nous nous trouvons en face de l'armoire pilotant le fonctionnement du groupe 5. Donc, comme on peut savoir, sur ces deux boutons-là, je le disais tout à l'heure, le groupe 5 a la possibilité de marcher soit au gasoil, soit au copra, comme on le voit ici. Si on a une quantité d'huile de copra suffisante pour faire fonctionner le groupe, on démarre le groupe au copra au gasoil pendant un certain temps. En fait, les conditions de passage au copra, il faut que la température d'échappement atteigne 500 degrés. Une fois qu'on a atteint cette température d'échappement, l'automate du groupe bascule automatiquement sur un fonctionnement à l'huile de copra. Alors là, nous nous trouvons en face de l'armoire du groupe 5, celle qui pilote le fonctionnement du groupe 5. On a un groupe électrogène qui nous fournit en basse tension de l'électricité. On a un transfo élévateur qui va nous fournir de l'électricité en 15 000 volts en moyenne tension et qui va permettre d'alimenter toute l'île. Donc on voit actuellement que le groupe 5 est en fonctionnement, il est couplé sur le jeu de barre qui alimente les 3 départs de l'île. Ce groupe fonctionne consiste de puissance fixe, comme on peut le voir ici, qui est de 90% de la puissance nominale, ce qui fait l'équivalent d'environ 200 kW, ce qui représente à peu près 30% de la puissance de pointe que l'on a sur l'île d'Ouvéa. Alors, depuis peu, on s'est doté d'un outil de supervision de la centrale. Enercal a toujours essayé d'être à la pointe de la technologie. Donc, on a la supervision de la centrale qui nous permet d'exploiter en temps réel les données provenant de la centrale et, le cas échéant, permettre des interventions à distance. On a la possibilité maintenant de visualiser depuis Nouméa le fonctionnement de la centrale. En page d'accueil, on a la puissance active instantanée consommée actuellement par le réseau de distribution Nouvéa. On a les groupes disponibles au réseau, ceux qui sont couplés sur le jeu de barre. On a la tension du jeu de barre, le niveau des cuves et puis l'état des 3 départs qui alimentent l'île. Donc voilà globalement le fonctionnement d'une centrale autonome thermique de la société Enercal. Pour revenir au biocarburant, Enercal va accentuer le développement des énergies renouvelables dans les années qui vont venir. Donc on espère de tout cœur que pour l'île d'Ouvéa, la production en biocarburant va se développer de plus en plus pour nous permettre d'utiliser plus amplement ce groupe qui fonctionne au Copra. Vous vous êtes parfois demandé ce que l'on pouvait faire des huiles végétales usagées dans les restaurants ou à la maison. Eh bien, une entreprise calédonienne a trouvé la solution. Une solution écolo et bien utile. On regarde. Là, on va au Méridien et faire un pompage d'huile usagée.
nos ingénieurs ont imaginé une solution pour résoudre ce problème environnemental de l'émission des gaz à effet de serre, du fait de l'appartenance au patrimoine mondial de l'UNESCO de cette zone. Et donc ils ont imaginé un processus qui permet d'utiliser les huiles végétales usagées à la place du fioul, donc pour réduire ces émissions de gaz nocifs. Donc à partir de 2009, une fois que ce système a été installé, donc, la centrale de Lilloin a pu produire de l'électricité 100% renouvelable. Donc l'intérêt d'utiliser les huiles végétales usagées, c'est bien sûr donc, déjà de réduire la consommation de fioul, donc l'émission des gaz à effet de serre. Et puis c'est aussi un moyen de valoriser un déchet dont le traitement est coûteux. Donc il faut savoir que les huiles végétales usagées représentent 2700 tonnes sur notre territoire chaque année et que ce déchet se retrouve quasiment systématiquement dans les réseaux d'assainissement, ce qui est parfaitement interdit par la loi calédonienne. La première étape consiste à enlever toutes les impuretés de l'huile et les graisses. Ensuite, la deuxième étape, c'est de la purifier davantage et d'extraire le peu d'eau qu'il y a. Si les restaurateurs ont bien travaillé et tout, ils peuvent récolter jusqu'à 5000 litres par semaine. Ça, c'est la pompe. C'est celui qui va filtrer l'huile pendant le traitement. Bon, la filtration, elle se passe par deux filtres. Ici, on a un pré-filtre de dégrossissement pour retenir toutes les grosses particules, tous les déchets de pommes de terre frites, de panais et tout ça. Et ensuite, ici, on a un filtre à 25 microns. Donc l'huile va passer à travers ce pré-filtre et ce filtre, et ensuite rentrer dans le cubi. Et du cubi, on fait la réception, on contrôle qu'il n'y ait pas d'eau. Et s'il n'y a pas d'eau, à ce moment-là, moi je refais une deuxième filtration d'épuration avec la centrifugeuse qui se situe là. Bon, là, on arrive à l'étape la plus importante, où il faut vraiment que l'huile soit bien traitée pour les bons fonctionnements des groupes. Alors, le potentiel est de 250 000 litres par an, ce qui représente à peu près 10% des huiles importées. C'est vrai que c'est une solution qui est excellente pour des sites de production isolés et de faible puissance, du fait des coûts de production élevés qui peuvent en découler. Donc actuellement, le prix du fioul augmente sans arrêt. Par contre, le coût du solaire et du stockage est en constante baisse. Donc c'est vrai qu'il serait très bénéfique de pouvoir démultiplier ce type d'installation. Le label Assiette Verte, c'est un label que nous avons mis en place pour organiser la collecte. Donc adhèrent à ce réseau des industriels, des entreprises, des restaurateurs qui, dans un souci de sauvegarde de l'environnement, nous donnent leurs huiles à recycler. Une fois collectées, ces huiles vont être acheminées à la centrale hybride de Lilloin. Je vous propose donc de nous rendre sur place afin de rencontrer Christophe Lapousse. Ce spécialiste va nous expliquer le fonctionnement de cette centrale qui produit de l'électricité 100% énergie renouvelable. Donc l'huile végétale fait partie du principe de l'assiette verte et on a 190 restaurants qui sont affiliés à ce système.
On fait également de la récupération d'huile végétale dans les industries, donc les industries minières et quelques industries de transformation alimentaire telles que la biscuitière. Une fois que l'huile est collectée, on la décante. Ça consiste tout simplement à l'entreposer à un lieu donné pendant 5 à 10 jours, ça dépend de la température. L'idée est de séparer en fait les particules lourdes qui sont en général des boues ou de l'eau. Donc voilà, une fois que cette étape est faite, on extrait la partie là, de l'huile propre tout simplement. Une fois que les quantités sont suffisantes, soit on l'envoie sur l'IFOU, où on fait à peu près 5% de consommation d'huile végétale, ou sur l'île Loin ici, où on est quasiment à 100% d'huile végétale. Et là, à chaque fois qu'on fait une expédition, avant de la livrer, on fait une dernière filtration et ce qu'on appelle un centrifugage, c'est-à-dire que l'huile est insérée dans un système qui tourne extrêmement vite et toutes les dernières particules sont enlevées. Et là, le produit est de qualité. Aujourd'hui, l'huile végétale, c'est à peu près 120 000 litres de traités par an. On a débuté véritablement en 2009. Depuis 2009, on est aujourd'hui à 400 000 litres de traitement. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une phase de stabilisation. Tout simplement parce qu'on n'a pas la capacité de traiter plus d'huile. Et nos nouveaux locaux qu'on a construits, la conception, vont nous permettre, d'ici 2015, je pense, on va construire un dock. Et là, on va pouvoir augmenter notre capacité. En Calédonie, la capacité de traitement, c'est une estimation, elle est à peu près à 250 000 litres, c'est une estimation annuelle. Ça représente à peu près 10% du total, enfin un peu moins de 10% du total importé sur le territoire. Bon, il y a deux intérêts principaux. Tout simplement, nous, ce qu'on en fait, c'est qu'on remplace le gazole par de l'huile végétale. Donc ça, c'est le premier intérêt. Et le deuxième intérêt, c'est tout simplement éviter aux professionnels d'avoir un traitement de cette huile. Une fois qu'elle est usagée, il faut la traiter. Et la majorité du temps, ça va dans nos égouts. Donc là, soit il y a un coût, soit il n'y en a pas, mais ce n'est pas bon pour la collectivité. Donc nous, on la récupère et on valorise un produit déjà utilisé. Les deux centrales de l'île Loin fonctionnent 100% renouvelable, c'est-à-dire l'huile végétale usagée qu'on a retraitée ou le solaire. L'idée principale qu'il faut retenir, c'est qu'on a mis ça en place à l'île Loin en priorité parce que ce sont des endroits isolés avec des faibles puissances, donc avec un coût structurel important. C'est-à-dire que ça coûte très cher de produire de l'électricité à l'île Loin. Donc c'était ça l'idée de base, donc de réduire notre dépendance aux coûts principaux qui sont l'approvisionnement du gazole. Ça coûte extrêmement cher. Donc moins on va tourner, on va faire fonctionner les groupes et moins cher ça va coûter à la collectivité. Donc l'idée elle est là. Aujourd'hui on est en phase, on est en train de changer, les systèmes sont en train de vraiment évoluer, c'est-à-dire que les systèmes de production solaire ont diminué de coût quasiment par 2 depuis 2006. Les systèmes de stockage sont en train d'évoluer aussi à la baisse. Et à l'inverse, tout ce qui touche à l'approvisionnement du gazole et le coût du gazole est en train de monter. Donc là, nous, on est en train de vraiment mettre en place ce système ici et on commence déjà à regarder vers le Vanuatu et vers l'IFOU. C'est-à-dire que là, on a mis en place un prototype, on va dire ça comme ça, on est en train encore de le peaufiner, mais d'ici 1 an ou 2, on va lancer des affaires sur des tailles supérieures. La centrale hybride que l'on voit derrière moi, elle est composée tout simplement de panneaux solaires, d'onduleurs, d'une cuve avec de l'huile végétale et de moteurs et des batteries. Le principe de fonctionnement de cette centrale est assez simple. Là en ce moment il y a du soleil, les panneaux solaires fournissent de l'électricité à l'ensemble à l'île et le surplus est stocké dans des batteries. Ça c'est le principe même du système. Durant une pointe de consommation, en général c'est le soir, c'est vers 6-7 heures le soir, les gens sont chez eux. Là, la pointe est importante, donc ce qui se passe c'est qu'en général les groupes tournent, mais en même temps rechargent les batteries également. Mais en général ça dure moins d'1 heure. Donc ça voilà, c'est la deuxième phase. Et le reste du temps, donc en clair le matin, en fin d'après-midi et la nuit, ce sont les batteries qui ont emmagasiné de l'énergie qui la restituent. Donc dans certains cas, quand il fait très beau comme aujourd'hui, s'il fait très beau pendant une semaine, il est possible que les groupes ne tournent pas pendant une semaine. A l'inverse, s'il fait très mauvais pendant plusieurs jours, à un moment donné, les groupes vont finir par tourner un peu plus souvent qu'une heure. Donc en plus des avantages liés à la collecte de l'huile végétale, ce genre de centrale hybride, il y a plusieurs avantages. Un des premiers et plus évidents, c'est tout simplement le remplacement
du gazole par de la HVU, donc le coût est diminué. Des risques environnementaux liés au transport qui sont évidents. Ici, on est dans une zone classée par le patrimoine mondial de l'UNESCO. Ensuite, on ne pollue pas. L'émission de CO2 avec de l'huile végétale ne rajoute pas de CO2 au niveau de la planète, mais également, il n'y a pas de polluants, il n'y a pas de métaux lourds, il n'y a pas de soufre. Bon, donc voilà, c'est quand même beaucoup plus propre. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cette émission vous aura permis d'apprendre plein de choses. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro des coulisses de la science.